7e Assises internationales du roman. Vous écoutez Et vous, Pierre Bergougnoux, petite conversation avec des revenants, dialogue conduit par Laure Adler, le jeudi 30 mai 2013, au Subsistance. Bonsoir, merci d'être venus si nombreux pour écouter Pierre Bergougnoux et voir ces archives d'écrivains qui ont été choisis par l'équipe de l'INA pour essayer de le faire parler. On va essayer de le faire parler grâce à ces archives. Mais auparavant, j'appelle Mathilde Lensat qui va nous lire un extrait de Enfant de Sandro Veronesi. Où est Mathilde? Elle se cache aussi. Bonsoir. Enfant, puer familiaris. Mammifère omnivore. Les seuls aliments qu'il n'aime pas sont le minestrone, la soupe de légumes et le foie grillé. Malgré sa docilité apparente, due surtout à son petit gabarit, il garde une nature irréductiblement sauvage. Il a tendance à éviter les douches et aime le désordre. Contrairement à l'homme, Homo sapiens, dont il descend, il est capable de vivre avec l'inconscient ouvert, ce qui lui assure une sensibilité formidable pour les choses immatérielles, une intuition oraculaire, une chance éhontée au jeu de pile ou face, mais aussi une remarquable vulnérabilité émotive. C'est pour cela qu'il pleure beaucoup. Contrairement à ce que l'on croit, il dispose d'une faible imagination. Son activité préférée, en effet, est de revoir à l'infini le même dessin animé. Il pratique l'affirmation de soi à travers la désobéissance. Et si on l'attaque, il réagit avec de mauvaises notes à l'école. Il n'aime pas les nouveautés et souffre terriblement de toute forme de détachement et de séparation. Sa domestication et son dressage sont censés être réglés par des normes sévères, qui sont cependant très rarement respectées, avec pour seul résultat qu'il subit presque toujours des traumatismes. Il ne se reproduit pas. La durée moyenne de sa vie est de 10-11 ans, mais il s'est trouvé des cas d'enfants qui ont vécu jusqu'à 74 ans, Jacques Mayol, et même jusqu'à 88 ans, Fred Astaire. La cause de la mort la plus fréquente est d'arrêter d'avoir peur du noir. Merci. Merci Mathilde. Alors vous êtes prêts, Pierre, pour cette petite conversation? Je crois, oui. Avec des gens qui sont loin, mais qui sont encore prêts, parce qu'ils sont présents à notre mémoire. Donc, Sylvie Richard, Marion Jorcin vous ont préparé un petit cocktail de souvenirs, de mémoire, et peut-être aussi d'imaginaire qui va vous entraîner à nous faire des confessions supplémentaires à votre carnet de notes. On commence tout de suite. On commence par Bachelard. C'est pas mal, Bachelard. C'est un bon début. Pour le souffle. Alors, on va écouter donc Gaston Bachelard. Est-ce qu'il y a une définition du philosophe, justement, possible? Ça, j'en ai donné une quand j'enseignais, mais je l'ai perdue. Hein? Pourquoi voulez-vous qu'une, hein? C'est un professeur de sagesse, comme on disait jadis. Je vous dis ça parce que, oui, parmi les idées courantes qui règnent chez les gens qui ne font pas de philosophie, à propos des philosophes, on pense en général que la philosophie, ça sert à rien. Oui, mais à mon avis, ça sert à penser.
Alors si vous voulez, n'est-ce pas, vous priver de pensée originale, vous pouvez vous passer de philosophie. Est-ce qu'un philosophe, c'est un être supérieur aux autres hommes? Ce n'est tout de même pas Dieu le Père, vous savez. Non. Il n'y a pas d'homme supérieur les uns aux autres. Je ne crois pas, je n'ai pas la mystique de la hiérarchie, n'est-ce pas? Par conséquent, les gens sont ce qu'ils peuvent être, n'est-ce pas? C'est pas toujours très commode d'être égal à soi-même. Alors, quoi? Je ne comprends pas qu'on puisse se comparer aux autres. On a l'impression qu'un philosophe sait mieux vivre que les autres. Mieux vivre? Pourquoi? Qu'il est à l'abri des... Des quoi? Pas sais pas, des passions. Mais non, hélas, il n'est pas toujours l'ami des passions, n'est-ce pas? Ou alors il a peut-être l'infortune de ne pas en avoir. Oui. C'est une coquetterie, mais qui ne répond pas à la question. Non. La vie et le travail de la pensée sont des choses qui ne sont pas absolument cohérentes. Comme je suis en train de lire un livre de philosophe, ma foi, je suis à ma lecture. Et alors après, mais ça ne m'empêche pas de vivre comme n'importe qui, comme un bon citoyen, comme un bon père de famille, comme un bon travailleur dans ses fonctions. Alors, que vous inspirent ces propos de Gaston Bachelard? Est-ce que c'est l'enseignant qui subsiste, et la flamme qu'il avait pour enseigner la philosophie, ou est-ce que ce sont ces textes? Et quelle est l'importance de la philosophie à l'intérieur de votre œuvre, Pierre Bergogneau? Bachelard, c'est mon grand-père, c'est la France de la fin du 19e siècle et de la première moitié du 20e. C'est la province, il avait l'accent champenois, il roulait ses airs, il était naïf ou candide, je trouve, une certaine enfance qui a survécu chez lui, une pensée française. J'entends par là qui correspond avec cette période où l'État-nation, dont nous sommes les ressortissants, les citoyens, constituait la deuxième ou la troisième puissance de la Terre, vivait un peu en autarcie, émettait un rayonnement très, très puissant. La France des terroirs, celle dont Bachelard était très, très représentatif. Et son œuvre en a, enfin, je trouve, encore, toujours, à jamais, sans doute, la saveur, alors qu'elle a disparu du monde, de la réalité. C'est un philosophe qui s'était spécialisé, l'épistémologie, la philosophie des sciences, qui a livré des ouvrages extrêmement importants et très, très, très savoureux sur la terre, l'eau, le feu, les éléments. C'est vraiment un moment dans la pensée française, donc dans l'histoire de France, et un moment qui est révolu, qui a pris fin sans doute avec Bachelard, et même sans doute dès avant que Bachelard ne nous quitte en 1962, je crois. Nous allons continuer avec un autre grand intellectuel qui, lui, était sociologue, qui est devenu professeur au Collège de France, qui s'est engagé en politique sur la fin de sa vie. Je veux parler de Pierre Bourdieu, une archive de 1973. Ça n'est pas Pierre Bourdieu. Non, manifestement, ça n'est pas Pierre Bourdieu. Et je ne sais pas qui c'est. Il ne ressemble pas du tout à Pierre Bourdieu. Même jeune homme. Des gens qui n'avaient pas besoin de lire, finalement, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire. On les a amenés là, avant ils lisaient Nous deux ou La vie en fleurs. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. Mystère. Ce qui leur a donné une espèce de prétention intellectuelle qu'ils n'avaient pas. C'est-à-dire que avant les gens étaient humbles devant finalement la littérature, alors que maintenant, ils se permettent de la prendre de haut. Les gens ont acquis le droit de mépris maintenant, ce qu'ils n'avaient pas avant. Oui, c'est vous montrez donc qu'il y a des privilèges. Ah, le voilà. Des privilèges que la culture, de culture, et que ces privilèges tiennent à la position sociale. Oui.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des privilèges d'un type très particulier qui passent inaperçus, et je pense que c'est là le privilège le plus important qu'apportent ces privilèges. Ce sont des privilèges qui passent inaperçus parce qu'ils n'apparaissent pas comme privilèges, et qui, de ce fait, apportent un profit extraordinaire à ceux qui les détiennent. Bon, je m'explique. Dire que on va au musée apporte un profit symbolique parce qu'on se distingue de ceux qui n'y vont pas. Mais ce qui n'est pas dit, c'est ce qui est oublié, c'est ce qui fait que certains vont au musée et que d'autres n'y vont pas. Et cela, c'est, grosso modo, l'instruction, pour employer le vocabulaire le plus large, l'instruction qui est donnée soit par la famille, soit par l'école. Autrement dit, l'envie d'aller au musée ne vient pas d'un miracle de la grâce, comme le font croire, et se le font croire ceux qui vont au musée. L'envie d'aller au musée vient d'une longue familiarisation donnée par la famille et renforcée par l'école. Donc ce n'est pas l'école, en tout cas? Alors, dans l'état actuel, ce n'est pas l'école. Bon, ce qui ne veut pas dire que ça ne pourrait pas être l'école. Alors, Pierre Bergogneau, en parlant de Pierre Bourdieu, on parle de votre manière d'écrire, de la cartographie de vos différents registres, car toute votre œuvre tourne autour de la distinction, de la détermination sociale. Est-ce que vous êtes d'accord avec les thèses de Pierre Bourdieu? J'ai pour Bourdieu une admiration sans borne. Je le tiens pour le premier sociologue français, et au point où j'en suis, peut-être pour le premier philosophe français du XXe siècle. Et je pense que s'il a versé une contribution décisive au mouvement des idées, cela tient au fait que, à la différence de pratiquement tous ceux qui font métier de penser, du moins à une certaine hauteur, il avait l'expérience de la domination subie. Ça n'est un mystère pour personne qu'il était un miraculé du système éducatif. Son père était métayer en Béarn, dans les Pyrénées-Atlantiques. Il n'avait pratiquement aucune chance d'amorcer, de prolonger la trajectoire scolaire qui a été la sienne. Je pense que personne n'a contribué à éclairer cette causalité proprement socio-logique à laquelle nous sommes tous soumis, assujettis, et d'autant plus que nous la vivons sous le mode de la spontanéité, de l'évidence, de la liberté. Et ce qu'il vient de dire dans cette archive sur l'école ou la classe sociale comme déterminant le profil, la personnalité, l'intériorité d'un être, qu'en pensez-vous? Eh bien, je ne peux que lui donner mon plein assentiment. L'homme, c'est du social individuel. Il reprenait, je l'ai connu, une thèse de Marx sur un philosophe allemand qui s'appelait Feuerbach. L'essence de l'homme, c'est l'ensemble des rapports sociaux. On donnera à la nature le résidu de l'analyse sociologique, si tant est qu'elle laisse un résidu. Il pensait réellement que la science sociale avait acquis une maturité, une puissance telle qu'on pouvait rendre compte des animaux sociaux politiques que nous sommes en leur appliquant les méthodes de la sociologie. Et il a versé une contribution très importante en ce qu'il a arraché la science sociale à l'objectivisme à quoi elle tendait à sacrifier, pour réintroduire dans l'analyse eh bien, l'étude de la manière dont chacun d'entre nous pense le monde social. Tout homme possède une sociologie à l'état latent. Et il considérait qu'il était de la plus haute importance de la prendre en compte si on voulait rendre compte des phénomènes que tous nous observons et que lui analyser. Et ces thèses n'ont pas pris une ride, selon vous? Non, je leur trouve une fraîcheur, une actualité, une puissance sur quoi le temps qui a passé depuis qu'il nous a quittés est resté sans pouvoir. Nous allons voir une archive de Jean Dubuffet datant de 1967. C'est comment? Ça a changé? Il y a extrêmement peu de gens qui saisissent ce que j'ai voulu dire avec l'art brut, parce que les gens sont habitués à voir dans les galeries, dans les musées, une sorte d'art. Ils s'imaginent qu'il ne peut pas y en avoir une autre, qu'il n'en existe pas une autre, qu'il peut y avoir un art moins bon, mais ils ne s'imaginent pas qu'il peut y avoir un art qui est sur un autre rail
que celui de l'art culturel. Or, l'art culturel, à ce que je ressens, c'est une forme d'art spécieuse qui a été adoptée par la tradition, qui est usuelle, à quoi nous sommes tous accoutumés, mais qui est une parmi d'autres, parmi un très grand nombre d'autres formes d'art. Nous sommes conditionnés par l'art qui existe et ça nous empêche de voir toutes les productions d'art qui affectent une forme différente. Alors Jean Dubuffet, vous a-t-il touché? Oui, c'est la première expérience esthétique véritable que j'ai eue, que j'ai faite. C'était en 1966 ou 7, dans un numéro des Lettres françaises, la reproduction en tout petit format d'une œuvre de Dubuffet qui s'intitulait La Vénus du bitume. Et il avait gribouillé comme un enfant de la maternelle avec un bout de bâton, une bonne femme, dans une plaque de goudron. Et je me rappelle l'émotion extrêmement forte que ça m'avait laissée. Il est de ceux, il y avait Armand, il y avait César, quelques autres, qui ont compris que ce qu'il appelle l'art culturel, l'art officiel, l'art académique avait eu son heure et qu'il fallait se tourner vers ces matériaux, ces formes que l'industrialisation accélérée du pays et du monde mettait à la disposition des plasticiens, des gars qui ont une intuition étonnante. Par exemple, ce qu'il y a sur une table a changé. On commence à conditionner la nourriture. Et je me rappelle également une œuvre d'Armand. Il avait simplement balayé d'un revers du bras le plateau d'une table sur laquelle se trouvait une boîte de sucre, d'autres trucs dans des emballages, basculé tout ça dans un cube de plexiglas qu'il avait serti. Il a vu que la vie avait changé. Ça nous crève littéralement les yeux et on ne le voit pas. Lui, il l'avait vu, comme César, qui découvre que des rebuts, par exemple, de l'industrie métallurgique, la presse hydraulique, le chalumeau, des voitures compactées sont pourvues de qualité esthétique indéniable et qui n'est en quelque sorte que de nous dessiller, de nous ouvrir les yeux, oui, du buffet à compter. Et est-ce que Dubuffet vous a encouragé à devenir vous-même artiste? Je suis un amateur. À vous exposer, hein, dans des galeries? Alors c'est des copains qui m'ont dit tu vas mettre ça en devanture, mais j'étais pas tellement d'accord. Nous allons voir Jean Giono. Oui. J'ai passé pendant longtemps pour un écrivain régionaliste. C'était pas d'ailleurs dans des intentions... Maurice Genevoix, excusez-moi, c'est pas ça l'ordre. m'était d'ailleurs parfaitement égal. Mais je veux dire par là qu'on me catégorisait dans la corporation un peu écartée, un peu hors du mouvement, hors du coup, en marge, des gens qui racontaient des histoires paysannes alors que la paysannerie, etc., etc. Bon. Mais en fait, c'était rien du tout de tel. Je crois que je suis resté pour les raisons que nous avons effleurées tout à l'heure, et sur lesquelles il n'est pas nécessaire d'appuyer d'ailleurs, que je suis resté un homme en contact permanent avec des réalités intemporelles et des réalités nécessaires. Et universelles. Et universelles. Et alors il est arrivé ceci, c'est que moi n'ayant pour ainsi dire pas bougé, étant resté fidèle à moi-même et à mes sources d'inspiration, eh bien je suis redevenu un auteur dans le vent, parce que c'est le vent qui m'a rejoint. Et c'est pas moi qui me suis placé dans le vent. Vous êtes un auteur. Pas le vent souffle de mon côté, c'est ça. Alors, je ne dis pas que je suis un auteur d'avant-garde, puisque j'ai encore le respect de la langue, vous l'avez dit vous-même. Mais enfin, voyez, alors au fond, je me trouve heureux, je trouve que c'est très bien, j'ai beaucoup de chance. Il n'est plus tellement dans le vent, Maurice Genevoix. C'est un peu comme Bachelard, c'est un moment. Et je crois que Genevoix était un enfant du Val-de-Loire. Il a parlé de ce qui le touchait au cœur. Il a bien eu le sentiment que peut-être le vent soufflait au large, ce qui est la triste vérité. Tout finit à la ville. Et Genevoix est resté attaché par la force des choses, et bien à ce monde des terroirs, dont Bachelard aussi, à sa manière, avec ses thèmes, son langage, son accent, était représentatif. Si Genevoix écrit un grand livre, à mes yeux du moins, ça n'est pas tant un peu champêtre qu'il a laissé, mais un récit de guerre qui s'appelle Ceux de 14, qui est magnifique.
Alors je n'annonce plus rien parce que je ne sais pas ce qui va passer. Donc on va découvrir ensemble, tous ensemble. Je lis beaucoup, je lis énormément. J'ai une très grande bibliothèque, je suis un grand lecteur des instructions nautiques. Oui, qu'est-ce que ça vous... Les instructions nautiques, c'est la description de toutes les côtes du monde à 1 mètre près. On voit toutes les côtes du monde. Une plaque de Goémon d'1 mètre est décrite. Tout est décrit, une touque sur une plage, une mer représentée par un poteau télégraphique en Nouvelle-Zélande est représentée et décrite. Et alors, c'est décrit dans un style extraordinaire, car ces opuscules sont destinés aux capitaines de vaisseaux qui doivent les lire rapidement, parce qu'ils peuvent avoir besoin de prendre des décisions très rapides. C'est l'équivalent de ce que Stendhal avait avec le Code civil. On n'a qu'à lire des instructions nautiques, on a des exemples de style extraordinaires. Pour la rapidité. Ah oui, pour la rapidité, la clarté aussi. C'est votre manière de voyager? Oui, je voyage à partir de ces livres, je voyage à partir de quantité d'autres choses. Il suffit par exemple de moisissures sur un mur pour qu'on imagine une admirable carte de géographie à travers laquelle on peut faire de magnifiques voyages. Vous pensez qu'en général les hommes d'aujourd'hui ont trop besoin d'aller vérifier sur place et de faire effectivement... Je ne sais pas, je comprends mal leur curiosité. Cette curiosité est à base d'ennui. Et elle ne quitte pas l'ennui, même quand elle est satisfaite et quand elle se satisfait. J'ai beaucoup de plaisir, au contraire, moi, à faire travailler mon imagination. Je ne suis jamais déçu. Et vous aimez toujours autant Giono? Je l'aime bien, oui, c'est un amour de jeunesse. Bon, une imagination extraordinairement puissante. Il a eu la fortune de naître et de vivre dans la splendeur anhistorique de la Haute-Provence, du plateau de Valensole. Il en a tiré un parti considérable. Alors bon, c'est du romanesque, mais je ne boude pas mon plaisir. Je trouve encore un charme très, très vif à ce qu'il a écrit. On aurait pu faire un lot, traiter ensemble. Genevois et Giono, ils avaient le même âge, ils ont fait la même expérience terrible, tragique. Mais Giono ne resterait-il pas plus dans l'histoire de la littérature que Genevois, selon vous? Si, je pense que si. Je pense que la puissance imaginative de Giono est très nettement supérieure à celle de Genevois. Mais bon, c'est la même histoire, c'est la même expérience, la France rurale, une histoire pluriséculaire, millénaire, qui s'achève et dont ils ont été, chacun sa manière, très mesurée, très française chez Genevois. Plus débridée italienne chez Giono de cette expérience qu'ils ont faite et dont ils nous ont laissé un témoignage extrêmement à la fois précieux et suggestif, ou suggestif et donc précieux. Alors on continue à regarder cet écran. Normalement, peut-être, c'est J.B. Pontalis. Vous comparez la mémoire, ou plus exactement le sac de la mémoire, au sac des femmes. Oui. Pour quelle raison? Parce que, pour ne pas en mauvaise part, la plupart, disons, des femmes ont un sac. Je ne fouille pas dedans, mais quand elles l'ouvrent, je vois qu'il y a ce qui est à mes yeux le plus futile. C'est pas trop quoi. Et puis quand même l'important, disons la carte bancaire, le portefeuille, etc. Donc je crois que la mémoire est comme un sac où ce qui aux yeux des autres peut paraître complètement futile, comme les petits souvenirs que je peux évoquer dans le premier chapitre, est pour nous indispensable. La mémoire, c'est ça. Le tri ne se fait pas en fonction de l'importance de ce qui est maintenu dans le sac de la mémoire. On ne sait pas d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui fait le tri? On ne sait pas. C'est pas le jeu conscient. C'est encore moins le moi-je, parce que dans notre mémoire, il y a souvent des blessures. Il n'y a pas que des souvenirs heureux. Donc c'est la mémoire, si ça veut dire quelque chose elle-même. Est-ce qu'on sait quels sont les critères? Il y a un de fonctionnement assez bizarre qui fait je retiens ceci, qui peut être tout à fait insignifiant, mais c'est une petite trace, et j'élimine cela. Alors, est-ce qu'on peut savoir à quelle fin on élimine ceci ou pas? Souvent on élimine parce que c'est douloureux, mais encore qu'on peut avoir des souvenirs douloureux auxquels on tient. Ou bien, j'y crois plus ou moins parce qu'on censure des souvenirs, par exemple, de honte. On a tous des exemples dans des moments de notre vie dont on n'est pas très fier, des choses qu'on a pu dire ou pu faire. On n'a pas tellement envie de les garder en mémoire. Comment la faire fonctionner, la mémoire, la faire fonctionner au mieux? Est-ce qu'il faut lui imposer, par exemple, la cohérence, ou est-ce qu'il faut laisser les idées s'associer librement? Surtout pas lui imposer de cohérence. Encore une fois, dans un sens, elle est libre. C'est comme un organe, il fait ce qu'il veut.
Est-ce que vous diriez, J.B. Pontalis, que la mémoire, finalement, c'est le stock de nos souvenirs, mais organisé par le langage? Non, je crois pas. Je crois parce qu'au contraire, je crois que ce qui reste peut-être le plus sont ce que j'appelle des traces sensibles, souvent des petites sensations d'enfant ou pas d'enfant plus tard, et pas tellement des événements importants, des sensations. Nous venons d'entendre avec beaucoup d'émotion et de voir J.B. Pontalis dans l'émission de François Bunel pour son livre Avant. J.B. Pontalis nous a quittés il y a quelques mois. Il laisse derrière lui une œuvre considérable, à la fois en tant qu'écrivain, en tant que psychanalyste, en tant qu'éditeur aussi. Et ce qu'il vient de dire sur la mémoire et sur ce qui subsiste rentre de plein pied aussi avec le registre de votre écriture, Pierre Bergogneau. C'est un psychanalyste, donc il a mis en avant le principe de plaisir. On évite de se rappeler ce qui nous a causé de la peine. Et comme tout psychanalyste digne de ce nom, il confère à l'inconscient une part extrêmement importante dans la structuration de... Vous dites ça avec un drôle de ton. Hein. Parce que je ne suis pas psychanalyste. J'admets très volontiers que l'inconscient est là, dans notre dos, et en même temps, je mets le meilleur de mes soins à essayer de répandre autant qu'il est en moi les clartés de la conscience dans les antres ténébreux où des moments de notre vie sont exilés. J'ai cette prétention, peut-être imbécile, de croire qu'on peut porter en pleine lumière des choses qui d'elles-mêmes s'y refusent, sachant qu'elles nous nuisent à proportion de ce que nous ne les avons pas véritablement identifiées, qu'elles n'ont pas voulu s'avancer dans cette lumière naturelle où nous avons, je suis cartésien, notre première et principale résidence. Est-ce qu'il y a chez vous un impératif du vouloir tout dire? Ce ne serait pas tout dire, tout comprendre. Enfin, comprendre du moins ce qui nous intéresse. Je vais faire le prof, mais j'essaierai que cela ne se répète pas. Intéresser vient du latin intersum, je suis parmi. Nous découvrons parmi un tas de choses dont certaines, de toute évidence, nous sont obscures. Et c'est quelque chose d'autre en nous ne souffre point. Ou nous souffrons de ce que des choses sont obscures, et donc on peut ressentir l'extrême besoin de leur demander quel est leur nom. Vous êtes qui? Et vous nous voulez quoi? Jean-Bertrand Pontalis était un homme sage à sa façon. Je me souviens que nous avions des rapports un petit peu épineux. Il ressemblait à mon père, c'était très, très troublant. Bon, Vous ne vous êtes jamais allongé sur un divan? Non. Il n'est jamais trop tard. Mais je dis... Alors, la psychanalyse expliquerait sans doute cela fort bien. Je n'y tiens pas. J'ai la prétention de descendre seul, la torche à la main, dans les galeries souterraines infestées de ghouls et de monstres. Seul. Bon. Vous n'êtes pas le seul à être écrivain et donc à refuser la psychanalyse pour continuer à en écrire. Nous allons, je crois, voir Vladimir Yankelevitch. L'objectivité, c'est une vertu, non? Difficile à dire, mais j'y pensais quand vous parliez de votre propos, de raconter votre vie. C'est une idée que j'ai jamais eue, moi. Et si je l'avais, ce serait... Je crois que je serais dans l'impossibilité de dire ce que j'ai été. Ça me paraît tout à fait improbable, mythique, reconstruit. Mais j'essaierai de le faire parce que quelquefois, une chose passée est comme morte. Alors, qu'est-ce qui est arrivé réellement? Quand j'essayais pas de me remémorer la journée de la Libération, par exemple, ce que j'ai fait dans les rues, je me demande si c'est moi ou un autre. J'ai toujours peur de mélanger ce qui m'est arrivé avec ce qui est arrivé à un autre. Donc, le passé de quelqu'un, le passé personnel, est une chose improbable, mythique. Indéfinie. Indéterminée. Vladimir Yankelevitch, c'était un peu court et là, ça nous a laissé un peu sur notre faim, mais c'était, comme Gaston Bachelard, un très grand professeur qui a marqué l'histoire de la Sorbonne, qui a marqué beaucoup tout son auditoire par la flamme, par l'improvisation, par cette rhétorique qu'il utilisait et aussi par l'œuvre qu'il nous laisse. Et notamment sur le pardon, sur l'imprescriptible. Est-ce que vous êtes d'accord sur les thèses
qu'il a avancé? Non. Et sur son attitude sur l'Allemagne? Puisque, comme vous le savez peut-être, Vladimir Yankelevitch n'a jamais pardonné aux Allemands et considérait que le peuple allemand était responsable et coupable après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de ceux qui avaient vécu la Deuxième Guerre mondiale n'ont pas pardonné. Je me rappelle très bien, j'avais 10 ans, j'ai demandé à mon père d'apprendre l'allemand comme mes 2 meilleurs copains. La réponse de mon père était « l'allemand est une langue morte ». Voilà. Alors, s'il m'est permis d'adresser par-delà le mur du temps et la tombe un petit reproche à Yankelevitch, c'est de n'avoir pas lu Bourdieu. Oui, ben oui, il a révolutionné la Sorbonne, mais le monde continue s'étend au-delà de l'enceinte de la Sorbonne. Ben, je vais me montrer un peu brutal. Je conçois parfaitement qu'un discours tenu dans un amphithéâtre, dedans, puisse susciter un certain enthousiasme. Mais encore faut-il qu'il supporte l'épreuve du dehors. Il y a un joli mot de Giono qu'on a vu. Il y a 2 sortes de livres. Ceux que j'écris et ceux que je lis sont ceux qu'on peut lire dehors, virgule, à la corne d'un bois. J'avais trouvé l'image rustique, certes, mais belle. Et j'ai peur que, en raison de cette histoire de quoi, du pays à laquelle j'ai fait allusion à 2 ou 3 reprises, la pensée de Yankelevitch ne se soit ressentie de cette clôture dont elle ne percevait peut-être pas le caractère limitatif, et qui, par suite, ne lui confère pas cette portée posthume qui s'attache à mes yeux aussi bien aux œuvres de Giono qu'aux travaux de Bourdieu. Mais il subsiste tous ces livres sur la musique qui sont sublimes. Je ne suis pas mélomane. Dommage. Je pense que nous allons voir Dominique Rolin. Je le crois, je l'espère. Oui, mais c'est pas du pessimisme. Je crois qu'on peut vivre très, très, très joyeusement. Je vis pas du tout le suicide comme une espèce de cancer qui me rongerait. Je crois pas du tout. Je le vis comme une échappatoire possible dans des situations impossibles. Et quand vous citez la phrase sur ma vie ratée, c'est toujours par comparaison avec une adolescence où j'avais des ambitions démesurées. Je veux dire que je crois qu'il faut rentrer dans la vie avec la plus haute ambition. Il faut vouloir dépasser Shakespeare, Rembrandt et Jean Renoir. Et puis ensuite, on découvre peu à peu qui on est, ses limites, et qu'on n'est pas Shakespeare. Mais je veux dire, c'est pas une raison pour... c'est raté par rapport à des rêves. Ce n'est pas forcément raté par rapport à une réalité, encore que c'est peut-être raté. Je ne sais toujours pas si j'ai réussi ou raté ma vie. Alors vous l'avez compris, vous l'avez reconnu, c'était Michel Polac. Michel Polac nous a quittés l'été dernier. Est-ce que vous regardiez ses émissions? Non. Et est-ce que vous avez lu ses bouquins? Non. En fait, je l'ai croisé à 2 reprises, je crois. Mais non, je n'étais pas tellement tenté de lire ses livres. Et sur l'idée qu'il donnait à Jérôme Garcin, il me semble que c'est Jérôme Garcin qu'on vient de voir sur l'écran très jeune, sur l'idée de ne pas savoir si on a réussi ou si on a raté sa vie, qu'en pensez-vous? Ce qui me trouble un peu, c'est qu'il pose sa vie en regard de Jean. Je crois avoir entendu le nom de Jean Renoir, celui de William Shakespeare. C'est difficile de s'égaler à Shakespeare. Ça doit être extrêmement difficile, oui. Alors que, il me semble plutôt, enfin, pour ce qui me concerne, je regarde des choses, des objets. Bon, puisqu'il parlait Shakespeare, des hommes sont morts et les vers les ont mangés, mais ce n'était pas d'amour, dit le grand Bill. Bon, Polac se règle sur un certain nombre de figures éclatantes, écrasantes, mortelles qui le devancent. Non, c'est pas ainsi que les choses me sont apparues. Il y avait des choses qui étaient opaques, mystérieuses, pénibles à proportion de ce qu'elles étaient et demeuraient-elles, et c'est ce vers quoi je me suis tourné. Oui, mais vous avez écrit beaucoup de livres. Michel Polac en a peu écrit, et je crois que c'était ça, son véritable désir de reconnaissance. C'était par l'écriture. Or, il a eu une reconnaissance par les médias. Peut-être parce que il s'est trompé de chemin. Enfin, quand je l'écoutais, là, bon, le suicide, bon, il répétait ce qu'Épictète disait il y a déjà 2000 ans, bon, est libre l'homme qui n'a pas peur de mourir. Bon, d'accord, on le sait.
On peut dire que Pollack a inventé une forme et un dispositif de télévision extrêmement libre, libertaire même, oui. Et que d'autre part, il avait un talent inégalé pour pouvoir faire passer ses coups de cœur en littérature et que c'était un immense lecteur. Oui, c'était un lecteur, mais j'ai le sentiment que lorsqu'il s'est agi de travailler pour son compte propre, d'écrire, eh bien, il s'y est pris d'une façon que je n'approuve pas. On ne se règle pas sur Shakespeare. Non, c'est nous les vivants. Le thème de l'émission, c'est pas les vivants, c'est nous. Nous sommes confrontés à un certain nombre de tâches, d'énigmes, de mystères. On peut résoudre de marcher à leur rencontre. Bon, que Shakespeare est passé, bien sûr. Mais ça n'est pas parce qu'il a été et qu'il a brillé de cet éclat souverain qu'il nous faut nous régler sur lui pour faire ce que nous avons fait. Le travail je vais citer un autre écrivain anglais, c'est Kipling, le travail qu'on a sous le nez avec les outils qu'on a sous la main. Point. Vous n'écoutez pas de musique, vous ne regardez pas la télévision. Qu'est-ce que vous faites alors? Eh bien, soit j'écris, soit je lis. Et puis j'enseigne aussi. Et puis je me suis occupé de mes enfants. Puis je faisais de la politique. Enfin bon, il y a de quoi s'occuper, vous savez. Bon, on va découvrir la suite, je dis plus rien. Je devais peser combien? Je pèse 35 kilos de plus que je pesais à 20 ans. Ça a l'air de rien. Mais enfin, je dis quelquefois qu'avec ces 35 kilos, on pourrait faire quelqu'un de bien, quelqu'un d'autre. Non? Et qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous regardez dans une glace avec votre poids en plus? Ben, je me dis... Non, c'est vrai, écoutez. Tiens, vous avez raison. Je me dis... J'ai pas le physique de mon moral. Ça, je voudrais vous expliquer. J'estime que je suis plus chouette moralement que physiquement. C'est peut-être prétentieux, hein? Je sais pas. Moralement, je suis assez d'accord avec moi-même par moment. Physiquement, non, enfin, je suis pas mon genre. Comment vous imaginez? Oh, je m'imagine plus, enfin, il y a... correspondance avec votre morale. Je m'imagine comme le lecteur peut-être imagine San Antonio quand il lit San Antonio. Quand il lit mes bouquins, il imagine sûrement un auteur de choc, une espèce de James Bond. Enfin, c'est pas que je souhaite pas du tout avoir la silhouette de la Samaritaine. Mais enfin, c'est quand même pas désagréable de correspondre à ce que les gens attendent de vous, non? Vous lisez San Antonio? Oh, bon, j'en ai lu 2 ou 3 quand j'avais 15 ou 16 ans, oui. Oui, j'ai bien ri par moment. Il y a des trouvailles. Sans plus? Non, sans plus. Et Frédéric Dard, ce qu'il vient de dire, d'abord, c'est un mec adorable, beaucoup plus profond qu'il n'y paraissait, ou en tout cas ce qu'on voulait bien lui faire endosser. Est-ce qu'il a compté comme écrivain? Est-ce qu'il y a pour vous des genres mineurs et des genres majeurs? Est-ce qu'il y a la petite littérature, les sous-genres, où il n'y a qu'une littérature qui inclut aussi des livres comme ceux de San Antonio? C'est la question. La littérature, mais c'est une conception qui n'engage que moi, est à la fois révélation et donc délivrance. Elle porte toujours des choses qui, de prime abord, nous échappent et dont la connaissance peut nous aider à conduire mieux ou moins mal notre vie. On parlait de Shakespeare, voilà quelqu'un qui aide à vivre, qui révèle toutes sortes d'arrière-plans, de ténébreuses profondeurs étagées qui apparaissent en pleine lumière quand il les a touchés de sa main miraculeuse. Il y a déjà tellement d'œuvres majeures et propres à nous aider, à nous seconder, à nous éclairer, que force m'est de distinguer entre, oui, une grande littérature vers laquelle je suis tourné, et une autre d'envergure un peu moindre, et pour laquelle je n'ai pas le temps. Et je range
Frédéric Dard dans cette deuxième catégorie. Donc vous êtes pour la haute littérature, et comment, par rapport à ces chefs-d'œuvre de l'histoire de la littérature, comment peut-on s'en approcher, comment peut-on se les incorporer et se les approprier selon vous? Il faut les lire, les relire sans arrêt? Sans arrêt, peut-être pas, mais les avoir lus, avoir consacré une portion de sa vie à fréquenter ces morts, mais ils sont vivants à proportion de ce qu'ils nous parlent, parce que peut-être que nous serons moins inégaux, nous dont c'est le tour, à la partie que nous disputons. La littérature est porteur d'enseignements extrêmement puissants, comme la philosophie. Et comme c'est un épicier qui parle, on peut lire à peu près 5000 livres dans une vie. J'ai fait mes calculs. Je suis sérieux, vous n'imaginez pas à quel point. Je tiens registre de mes lectures. Je pense que j'aurais lu à peine 5000 volumes imprimés dans une vie. Il y a 11 millions, presque 12 millions d'exemplaires à la très grande bibliothèque et un peu plus d'1 milliard de périodiques. Donc il faut bien faire attention aux livres qu'on tire des rayonnages, parce que la partie à laquelle on pourra accéder de ce que des hommes ont jeté sur le papier est relativement réduite, et que, eh bien, il ne faut pas se méprendre. C'est pour ça que j'ai pas lu tout ça, Antonio, voilà. Oui, mais il y a des livres pour rêver, il y a des livres pour avoir envie de danser, il y a des livres pour aimer, il y a des livres pour méditer. Ça, c'est toujours l'épicier qui parle. Non, je ne lis pas pour danser. Pour méditer, oui, mais lire, c'est méditer, même si méditer n'est pas lire. Non, j'en suis réduit à ce triste calcul, 5000 bouquins dans une vie, et je pense que ce qu'on appelle la grande littérature représente pas loin de ces 4 ou 5 milliers d'ouvrages. Vous venez de sortir un livre formidable qui s'intitule Géologie, dans lequel vous expliquez que quand vous étiez jeune adolescent, vous vouliez devenir instituteur. Oui. Or, vous êtes devenu professeur. Est-ce que cette passion pour la littérature, cette fréquentation de la haute littérature, s'est construite sur l'amour de la transmission? Mes parents lisaient. Ma mère était bachelière, il y avait des livres à la maison. J'étais un rat de bibliothèque, j'étais tous les jeudis après-midi, tous les samedis après-midi à la bibliothèque municipale. J'ai raté ma vie parce que un beau matin, un bel après-midi, en rentrant à la maison, j'ai trouvé mon prof de français dans le salon salle à manger. Où je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai procédé à un check-up. Je me suis demandé si je n'avais pas à mon insu perpétré quelques forfaits. Et puis c'est lui qui a décrété que je n'enseignerais pas à la rentrée suivante après le bac, mais que j'allais partir au loin pour étudier. J'avais déjà un rapport nourricier avec la littérature, mais il semblait admis que, comme j'habitais un canton un peu reculé du pays, c'était plutôt le métier d'instituteur qui était naturellement indiqué pour des gens de notre sorte. Mais j'avais déjà des rapports avec la littérature. Elle commençait de nous parvenir, même si elle souffrait d'une sorte de fêlure qui tenait simplement à ceci, que les livres parlaient toujours de choses dont nous n'avions aucune expérience, et de façon symétrique et inversée, ceux dont nous avions l'expérience, le monde que nous éprouvions effectivement, ne trouvait jamais de reflet entre les plats de couverture des livres. Donc vivre, c'est lire, et lire, c'est vivre. Eh bien, si d'autres s'en étaient chargés en mes lieu et place et m'avaient donné quelques rapides directives, je passerais ma vie à danser, comme vous le suggériez tout à l'heure, ou à boire des rafraîchissements au bord de ma piscine. Mais il s'est trouvé que nous étions les premiers à pouvoir accéder à ces horizons, et donc c'est à nous. On peut lire au bord d'une piscine, vous savez, Pierre. Ah, mais alors à quoi bon se mettre au bord d'une piscine? Quand je vois une piscine, je nage. Pour se rafraîchir l'esprit de temps en temps. Ah. Bon, continuons les images. Vous dites, l'écrivain qui cesse de travailler est foutu. Écrire, quelle boucherie. C'est violent. Écrire, oui, parce que c'est vraiment, vous savez, écrire, chaque page, chaque ligne est une lutte, un combat. J'ai des pages complètement raturées. Et c'est ça que je compare à une boucherie. C'est comme si on entrait dans un quartier de viande et qu'il fallait obtenir quelque chose de pur. Donc il y a une part de sacrifice même.
Oui, il faut passer par tout. Il faut passer par tout. Le don complet, le sacrifice complet, et puis trouver une sorte de merveilleux équilibre. Donc nous venons de voir dans l'émission de Catherine Sellac Dominique Rollin. Dominique Rollin a commencé à publier dans les années 50 et puis elle n'a jamais cessé jusqu'à sa mort il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, elle est hélas plus connue pour avoir été la compagne, la muse de Philippe Solers que comme écrivain. Est-ce qu'elle a compté pour vous? Je veux dire une horreur. C'est pas de la haute littérature pour vous? C'est pas ça. C'est beaucoup plus grave. Non. Les hommes au sens étroit du terme se sont évertués depuis le paléolithique inférieur pour écarter les femmes, leurs sœurs, leurs mères, des choses importantes, excitantes. La chasse, la guerre, la haute théorie, la philosophie, des choses comme ça, la littérature. Les meilleurs écrivains femmes, je pense à quelqu'un comme Colette, avec sa sensibilité extrêmement vive, ce trait réel, ce très puissant talent qu'elle avait, se trouvait confinée à des occupations qu'on pourrait qualifier de subalternes. Bon, la pêche en baie de Somme, le jardin, le chat, pendant que son Bertrand de Jouvenel de Marie s'occupait, était haut commissaire aux affaires politiques du Liban. Un autre exemple ultramarin, Mrs. Woolf avait pour époux un certain Leonard Woolf qui était, je crois, le secrétaire aux affaires étrangères du Parti travailliste anglais. Je suis homme au sens étroit du terme. C'est plutôt vers mes congénères masculins mâles que je me tourne pour recevoir des éclaircissements sur les choses qui me tiennent à cœur. Et en même temps, rien ne me révolte comme la tranquille injustice avec laquelle nous, je m'inclus dans cette humanité au sens étroit. Nous sommes arrogés, ce qui était important, excitant, chargé de conséquences, et la facilité avec laquelle on a abandonné les sujets bénins, les sentiments, le jardin, etc., à nos sœurs. Voilà. Donc c'est plutôt vers la littérature masculine que je suis tourné, et pour les raisons que j'ai dites, l'injustice de la division du travail entre les sexes. Nous allons continuer les images. Je ne sais pas qui nous allons découvrir. Mais quand vous dites l'importance exagérée que j'accorde dans ma vie à ce que je crois à mon œuvre, exagérée par rapport à quoi? Mais écoutez, je pense très profondément une chose qui a été très bien formulée par Ernst Jünger. Il dit à un moment donné que pour aucun écrivain, je pense qu'il aurait été jusqu'à dire pour aucun artiste, la part la plus importante de lui-même n'est son œuvre. Il y a une part plus importante qui est en nous et que dont l'œuvre s'approche, mais qui n'est pas l'essentiel. Alors nous devons donc consacrer d'énormes efforts à quelque chose où nous savons que ce n'est pas l'essentiel. Alors que, mettons les mystiques, ou disons les bons moines, qu'ils soient japonais ou européens, ou chinois, ou indiens, je pense qu'ils vont directement au plus important. Mais ils ne l'expriment pas. C'est quelque chose en eux, pour eux. Peut-être que la action rayonne quand même autour des autres, hein, mais c'est autre chose. Et je pense que l'essentiel est là. D'une certaine façon, je me reproche quasi perpétuellement d'accorder trop d'importance à mon œuvre, tout en sachant que si je ne lui accordais pas cette importance, je ne la ferais pas. Vous avez lu Henri Beauchot? Oui, j'ai lu du Henri Beauchot, je l'ai même croisé en 1978, en octobre, à l'abbaye d'Ardenne. Mais je ne partage pas cette
cette mystique de l'œuvre qui est la sienne. Ce qu'il appelle une œuvre, c'est la recherche âpre, malaisée, douloureuse d'une signification meilleure, plus approchée, plus satisfaisante, puisque nous sommes des êtres de chair et de sang, mais aussi des êtres de sens. Une fois qu'on a formé ce dessin, d'y voir un petit peu plus clair, bon, il n'y a pas lieu de gémir, on y va, quel que soit le coût à payer. Il y a un mot de Descartes, on livre bataille, voilà. On n'épilogue pas de phrase. Mais à l'intérieur de votre œuvre, il y a plusieurs registres d'écriture, donc comment les choisissez-vous? Est-ce que c'est selon vos propres inspirations? Est-ce que c'est une nécessité? Selon... Est-ce que le poème, c'est l'expression la plus haute de la littérature pour vous? Sans doute, mais j'en suis incapable. J'ai l'âme prosaïque, essentiellement prosaïque. Il y a deux ou trois. Oui, il y a un certain nombre de faits qui me sont restés durablement obscurs, inexpliqués. J'ai levé le nez vers les adultes quand j'étais plus jeune, pensant que la réponse tomberait de leurs lèvres et que je pourrais me reposer. Pas du tout. N'est pas venu, donc j'ai pensé que c'était le tour des gens de ma génération de conjurer un certain nombre de grandes ombres qui étaient penchées sur nos éveils. Voilà. Bon, c'est coûteux, oui. Il y a une version un peu latérale, enfouie, possible ou pas, on n'en sait rien. Il faut vérifier de ce qui se passe, qui me semble mériter la peine qu'on essaie de l'arracher. Alors c'est un travail, c'est difficile. C'est la troisième pédanterie de la journée. Le mot travail, c'est un instrument de torture à l'origine. Étymologiquement, c'est tripalium, les trois pieux sur lesquels étaient désarticulés les esclaves récalcitrants. Bon, écrire, c'est un travail, c'est une peine, ça prend du temps. Quant aux objets, ils se présentent, je dirais, par ordre d'importance croissante. On sent bien qu'on n'est pas de force quand on débute. On est trop jeune, on n'a pas l'esprit suffisamment délié, formé, rompu, donc on s'en prend au premier rang d'adversité. Et puis à mesure que l'âge gagne et qu'on acquiert un peu de métier, un peu plus de discernement, eh bien on s'enfonce au cœur des rangs de l'adversaire pour essayer de faire la question, l'antique question, à ceux qui peut-être détiennent une parcelle importante de notre sens et s'obstinent à nous la refuser. Plus vous avancez, plus vous vous rapprochez d'une écriture autobiographique. Et on a l'impression que peut-être la littérature ou les mots vous servent à essayer de restituer ce que vous avez vécu dans votre enfance, dans votre adolescence, ou même, là je parle du carnet de notes, pour essayer de comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Donc quel est le rapport entre l'écriture et les mots que vous utilisez pour pouvoir en écrire et la sensation d'existence? Il a fallu que j'appartiens à une génération qui s'en va, celle qui est arrivée au début de la deuxième moitié du siècle dernier. On était les premiers à avoir accès à ce qu'on appelle la culture lettrée, c'est-à-dire la culture urbaine, des milieux cultivés des grandes villes. Et elle disqualifiait en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler le sens commun, les formes de conscience qui avaient cours à la périphérie. Pour prendre un exemple, la ville universitaire la plus proche se trouvait à 200 km de ma sous-préfecture natale. Il fallait rompre avec tout, quitter les siens, le temps de l'enfance, les petits copains, et puis aller fréquenter des endroits avec lesquels nous n'étions pas le moins du monde familier. Et pour employer un bien grand mot, par un phénomène d'acculturation, on n'a pas pu ne pas, le moment venu, ressentir le besoin de tirer dans cette clarté plus vive ceux qui jusqu'alors étaient soit purement et simplement tus, soit faisaient l'objet d'un commentaire qui subitement devenait insatisfaisant, insuffisant. Donc j'ai un tas d'arriérés qu'il s'agit d'apurer, de régler, ce qui expliquerait peut-être que l'âge aidant, je me tourne vers des moments dont je n'avais qu'une conscience imparfaite, tout en sentant bien qu'ils étaient importants, c'est-à-dire qu'ils auraient des conséquences, comme si, c'est l'impression que j'ai souvent, tous ceux, c'est que l'on allaitait,
que l'on a été et qui s'échelonne dans la grande plaine de la durée dans notre dos, avait soigneusement gardé la réclamation, le grief dont ils étaient porteurs, et demandé à cette espèce d'éclaireur, c'est-à-dire l'homme vieillissant qu'ils ont dépêché en avant, le soin de les éclairer rétrospectivement et, ajouterais-je, rétroactivement sur ce qui leur est arrivé et qu'ils ne comprenaient pas. C'est comme ça que je verrai ce que je suis en train de fabriquer. Nous allons regarder, il en reste plus que 2. Donc c'est soit Georges Borgeaud, soit Henri Thomas. Pour moi, pas tellement pour les autres, je m'adresse pas tellement à moi non plus, mais plus à moi qu'aux autres. Parce que la vérité, c'est très simple. Quelqu'un qui a vécu ce que j'ai vécu peut très naturellement le ressentir en lui, et c'est une zone de silence. Et on ne sait pas qu'il a eu, qu'il a souffert, ce qu'il a souffert. Tandis qu'un bonhomme, comme un écrivain, c'est un voyeur. Il a envie de dire ce qu'il a vécu parce qu'il a l'impression de le voir en face de lui. Et puis il a l'impression un tout petit peu d'intéresser les lecteurs, parce qu'il est à la recherche du lecteur, non pas du roman, mais du lecteur qui va l'aimer à travers tout ce qu'il a souffert. Je cherche au fond l'amitié. La littérature, c'est une recherche d'amitié aussi. C'est beaucoup de choses, mais c'est aussi une recherche d'amitié. Je me suis fait des amis grâce à mes livres. Et vous êtes fait des amis grâce à vos livres, Pierre Bergogneau? Des ennemis aussi, oui. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Borges. Enfin, je trouve que c'est un peu confus. La seule garantie que nous ayons de ce que nous ne sommes pas fous, ou de ce que l'idée qu'on se fait d'une chose lui est bien conforme, eh bien, c'est de l'assentiment d'un tiers que nous le tenons. Voilà. C'est la raison pour laquelle, à un certain moment, il peut être important de mettre en circulation certaines idées qui nous est venues au sujet d'une certaine chose, parce que c'est, encore un grand mot, l'intersubjectivité qui est garante de l'objectivité. Je ne suis pas fou, je ne me suis pas trompé. Il y a une chance raisonnable pour que ce truc-là qui se tenait dans l'ombre soit bien ce que je suppose, c'est qu'un tiers me l'accordera. C'est ça. Et c'est effectivement un puissant réconfort que de pouvoir se dire qu'on n'est pas fou, on ne s'est pas trompé, c'était ça, soit que la chose soit extrêmement importante, soit que à l'inverse, elle soit beaucoup moins importante, comme on l'avait imaginé d'abord, le besoin de vivre en conformité avec le monde, ne pas trop se méprendre sur ce dont il retourne, qu'il n'y ait pas d'un côté ce qu'on appelle le monde ou la vie, et puis de l'autre une espèce de rêve dont nous serions captifs, mais un échange, une circulation, allons-y en grand mot, une adéquation entre ce qui s'est passé et ce qu'on a pensé. Est-ce que tout est enregistrable par l'écriture? En principe, je dis bien en principe, il n'est rien qui ne puisse être nommé congrument. Chacun d'entre nous dispose des 15 000 mots du français standard. Il n'est point d'objet, de fait, qu'il relève du dehors ou du dedans, qui ne puisse passer par ce filtre. Je pense à votre chantier autobiographique du carnet de notes qui doit faire combien maintenant? On doit être à 6000 pages? Non. Non? Mais non, la moitié à peine. Non, 3000. Enfin par là, oui. Oui, en tout cas, c'est le désir très singulier dans l'histoire de la littérature française contemporaine d'archiver par le menu tout ce qui vous arrive, tout ce que vous vivez, tout ce que vous percevez, tout ce que vous comprenez, tout ce qui vous met en colère aussi, tout l'état de vos sentiments. Et nous, lecteurs, quand on ouvre ces carnets, on se dit, on n'en a absolument rien à faire des problèmes de machine à laver le linge de Pierre Bergogneau, de ses manières de se lever à 6 heures du matin quand il est en vacances, parce que même quand il est en vacances, il se lève à 6 heures du matin pour aller chercher des bois à moitié tordus dans la forêt pour pouvoir ensuite les sculpter. Ben si,
on est captivé, on est capturé, on ne peut pas s'en empêcher, et on lit ça comme un roman. Donc, je voulais savoir comment était né ce projet, quelle était son ambition, si vous le continuez encore en ce moment, parce que j'ai pas eu ma petite dose l'été dernier de votre carnet de notes, là. L'événement le plus important de toute l'histoire de l'espèce pensive, c'est l'invention de l'écriture vers 3200 avant Jésus-Christ à Sumer, c'est-à-dire dans l'Irak actuel. Voilà. Ce sont les anthropologues anglais, anglo-saxons, Eric Havelock, Jack Goody, qui ont attiré notre attention sur le fait que, bon, oui, le christianisme, sans doute, la chute de Constantinople, indiscutablement, le matin grec, oui, l'Empire romain, c'est important, l'invention du capitalisme aussi, Armstrong sur la Lune, oui, n'empêche, l'événement le plus important, c'est ça. Le fait qu'à un certain moment, des hommes visualisent la parole et objectivent la pensée. La pensée humaine peut migrer hors de la nuit intérieure et passer sur une tablette d'argile, une carapace de tortue ou un morceau de peau de mouton. Tout change. Du jour qu'on a ça aux mains, tout change. Nous ne sommes plus les mêmes. Si la mémoire et la conscience sont à peu près une, l'extension indéfinie de la mémoire s'accompagne d'une extension indéfinie de la conscience. Bon, je me regarde comme une créature graphique. Le peuple français est alphabétisé depuis 120 ans à peine. La vie change dès l'instant qu'on peut... enfin, la vie, nos pensées et la vie donc change dès l'instant qu'on peut les mettre hors de nous, les arracher à cette espèce de clair-obscur dans lequel elles sont ensevelies, et les porter noir sur blanc sur le papier. On peut y apporter des corrections, des faits qui ont passé très vite ou auxquels on n'avait pas le temps de donner l'attention qu'il requiert, parce qu'on était fatigué ou qu'on avait mal ou qu'on était inquiet. Enfin, tout ce qui peut s'opposer à ce que nous ayons une perception claire et distincte de ce qui se passe, avec le recul, le papier, peuvent accéder à cette clarté qui est devenue un besoin de par l'éducation. Bourdieu parlait de ça, l'instruction que nous avons reçue. Une chose m'avait inquiété, j'avais une trentaine d'années, je pensais que j'allais mourir très, très vite, j'avais un truc qui visiblement était mal parti. Peut-être aussi le sentiment que certaines choses sont précieuses dans le passé parce qu'elles nous aident à vivre. Le rayonnement excède l'instant qu'elles ont occupé, il touche le présent. Il peut le rendre moins amer, moins pesant. C'est toute une série de raisons que j'avais sans doute de consigner l'apport de chaque jour. Mais quant au fond, j'en reviens à ce fait très essentiel. Nous sommes des sujets graphiques, avec ça en plus des sujets d'État, c'est-à-dire qu'intérioriser la violence d'État, le conformisme logique et moral qui le caractérise, bon, ça me semble quelque chose de naturel, pardonnez-moi si je puis m'exprimer de la sorte, alors que l'écriture est l'acte culturel par excellence. Elle n'est pas génétique, elle est la fille de l'esclavage, alors que la parole, elle, au contraire, est naturelle. J'ai répondu dans le désordre, mais pardonnez-moi, la question est si énorme que je ne me voyais pas en train de vous donner un exposé soigneusement construit en 3 parties avec une... Il y a certains écrivains qui peuvent vivre des choses pour pouvoir ensuite en écrire. Or, vous, c'est exactement le contraire. Vous vivez votre vie et ensuite, c'est à la littérature de pouvoir enregistrer et nous faire palpiter à partir de votre quotidien. Donc c'est ça que je trouve absolument incroyable dans votre démarche. Pour ne rien vous cacher, moi aussi, parce que je n'avais pas trouvé que mon quotidien soit palpitant. Sauf exception. Parfois, oui, effectivement, je palpite. Mais ça doit être le projet littéraire qui doit être très excitant. Eh bien, à l'origine, c'était destiné à ma seule, unique et exclusive gouverne. Et puis un jour, j'avais plus du tout de papier, alors qu'on m'en demandait, j'avais donné comme ça quelques pages, et puis de fil en aiguille, ça a été imprimé. Mais c'était une sorte de va-et-vient, comme ce qu'on appelait un journal de raison dans la bourgeoisie des temps modernes. On qui enregistre des petits événements qui émaillent la succession des jours, avoir, doit, on a perdu un enfant, on vient d'avoir un nouvel enfant, on a acheté ceci, on a vendu cela, bon, ça n'allait pas au-delà. En même temps, on est plus... Vous mettez ça au même niveau.
Peut-être pas tout à fait, pour la raison que le peuple français est un peuple alphabétisé, qu'aujourd'hui il y a, je crois, plus de 2 millions d'étudiants, que 80% d'une classe d'âge accède au baccalauréat. On a changé, on n'est plus les mêmes. Je me rappelle avoir connu des gens illettrés quand j'étais enfant. J'ai été arrêté un jour dans une rue, je connaissais une dame complètement illettrée qui apportait la correspondance qu'elle recevait d'outre-mer à ma mère, qui la lisait et répondait sous le dictée. Et un jour, je n'ai compris que 10 ans plus tard. J'étais dans la rue, j'ai 10 ans, 11 ans, puis une dame qui vient visiblement de la campagne, elle avait les joues bien rouges, des paysannes, m'arrête dans la rue et me demande tout de suite de lui dire le nom de la rue parce que, me dit-elle, elle n'a pas de bons yeux. Bon, je m'exécute, j'avais de bons yeux, et puis nous passons chacun notre chemin. Et c'est par la suite que je me suis fait la réflexion, elle ne portait pas de lunettes. Donc elle était analphabète, un adulte aurait très bien compris, elle en aurait eu honte, elle en avait honte, donc elle s'est adressée à un gosse, un innocent, qui effectivement n'a pas compris qu'elle était analphabète et lui a rendu le service dont elle avait besoin. Bon, dans l'intervalle, il s'est passé infinité de choses. Nous sommes lettrés. Tous. Nous allons écouter Henri Thomas. Mais vous écrivez des choses orageuses. Oui, c'est vrai, c'est des choses risquées, des choses qui peuvent me faire du mal. Mais attention, pas des choses fausses. Parce que celles qui feraient vraiment du mal seraient des choses fausses. On peut dire qu'il y a une marge énorme entre la fausseté de l'écriture et puis l'orageux, comme vous dites. Mais la fausseté est plate. Et je crois qu'elle fait beaucoup de mal à l'écriture. C'est ce qui rend ce métier impossible. Et en tant que métier, c'est pas un métier. Le métier d'être vrai, c'est pas un métier. C'est un risque. Mais tout est fondé là-dessus, la vérité, en écriture. On peut raconter des fables, on a l'imagination. Mais l'imagination n'étouffe pas un certain sens de la vérité. Grand écrivain, aujourd'hui méconnu d'ailleurs, grand traducteur devant l'Éternel, lecteur aussi chez Gallimard pendant très très longtemps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces thèses sur l'écriture ? Oui, le rapport entre l'écriture et la vérité. Il y a autre chose qui me touche chez Thomas, mais c'est un peu personnel. Il avait l'âge de mon père, exactement. Il est orphelin de guerre, comme l'était mon père. Il y en est resté un trouble durable qu'il s'est appliqué justement à porter en pleine lumière, c'est-à-dire noir sur blanc sur le papier, alors que beaucoup d'hommes de sa génération, les aînés du siècle, ceux qui ont essuyé l'abomination de la désolation, sont restés en quelque sorte opaques à ce trouble, à cette douleur. J'en ai connu qui étaient complètement désaxés, que la brutalité, la sauvagerie des événements avaient laissé en eux. C'est pour ça que je pense avoir à peu près tout lu de Thomas, et c'est un auteur abondant, et en même temps, c'était quelqu'un d'assez secret. Oui, là encore, c'est un rapport historique très, très particulier, c'est une relation intergénérationnelle, oui. Dans vos carnets, vous pestez contre l'éducation nationale, contre ses horaires, contre la dégradation de l'enseignement, contre la bêtise de certains professeurs, vos collègues, et contre certains élèves qui ne sont pas très sérieux, en tout cas pas assez à vos propres yeux, et vous êtes content de prendre enfin votre retraite. Et puis on apprend que vous avez continué l'enseignement aux Beaux-Arts, alors que vous auriez pu tranquillement terminer là l'enseignement, tout enseignement. C'est donc enseigner, c'est vital pour vous. Je pense que dans le ventre maternel, j'ai vocation à être enseignant. Bon, c'est beaucoup plus simple que ça. On n'invente rien, ou pas grand-chose. Ma grand-mère aurait souhaité que mon père soit professeur. Il n'avait pas pu parce que il lui a fallu prendre le travail à 16 ans. Donc c'est le souhait formé par la troisième génération qui m'est tombé dessus. Et j'ai exécuté en quelque sorte la volonté des morts. Quelle part avons-nous véritablement à notre destinée? Des fois, je suis pris d'une sorte de grand effroi.
J'ai trouvé mon compte à enseigner longtemps. J'ai vieilli. J'ai trouvé que les choses prenaient un tour qui n'avait point tout à fait mon aveu. Et je parle naturellement par euphémisme. Et j'étais en train de boire des rafraîchissements au bord de ma piscine. Et madame... Les Beaux-Arts de Paris m'ont demandé, ils venaient de créer une chaire de littérature, ils m'ont demandé si ça m'intéressait. Alors j'ai répondu non, parce que j'avais pas envie de passer mon temps à préparer mes cours. J'avais jamais préparé de cours dans les collèges, j'avais pas commencé à l'âge qui était le mien à préparer des cours. Alors ils m'ont dit, mais venez, on va vous parler de ça, c'est beaucoup moins fatigant que vous l'imaginez. Ils sont montrés extrêmement persuasifs, et depuis lors, je tiens des conversations de salon devant de grands étudiants, voilà. Et quand sortez-vous votre prochain carnet? En principe, il va falloir patienter 7 ans, puisque c'est un par décennie. Tout à l'heure, vous citiez l'or des chiffres astronomiques. J'entends 6000 pages. C'est à nouveau un épicier qui parle. Une décennie, c'est 3650 jours. 10 fois 365. Oui, mais vous ne faites pas une page par jour. Et non, à peine un tiers de page. Ah, parce qu'en plus, vous calculez. Bah tiens. Mais il y a des événements qui sont tellement extraordinaires que ça peut vous emporter pendant 40 pages. Non. Et durer 10 minutes. Ah, pardon. Alors, à ce moment-là, comme disait Sartre à la fin de L'être et le néant, ils feront l'objet d'un prochain volume. Donc, vous n'avez pas répondu à la question. C'est une coquetterie, comme disait l'intervieweur à Gaston Bachelard. Eh bien, je leur répondais non. Donc, vous êtes un homme coquet. Je crois pas. Coquin et coquet. Coquin peut-être, coquet, ça m'étonnerait. Ben, merci beaucoup, Pierre C'était de bon cœur. Les Assises internationales du roman sont conçues et organisées par la Villa Gilet et Le Monde, en collaboration avec les Subsistances et en partenariat avec France Inter.